Barack Obama, fils de l'Amérique, fils de ce pays à la lourde histoire raciale, fils de ce pays où, en jeune Africain-Américain, il fallait définir sa propre identité métisse. C'est dans cette ville que le jeune Obama est venu chercher des réponses. Chicago. C'est là qu'il s'est construit, socialement et politiquement. Et c'est là qu'il habite encore aujourd'hui. Chicago, troisième ville des États-Unis, mais surtout première concentration de Noirs américains. La plupart est arrivée au début du XXe siècle, fuyant les États racistes du Sud. Chicago, à l'image d'une Amérique biraciale. Les Blancs dans les quartiers nord, les Noirs au Sud. C'est dans ce South Side que Barack Obama débarque en 1985. Il a 24 ans, vient de terminer ses études à New York. Il veut se frotter à la réalité. Une révolution vient d'avoir lieu à Chicago. C'est un Noir, le démocrate Harold Washington, qui vient d'être élu maire. Judd Minor était l'avocat d'Harold Washington. Quelques années plus tard, dans les années 90, il engagera le jeune juriste Barack Obama dans son cabinet. Barack était assez enthousiaste à l'idée de travailler dans la ville dont Harold Washington était maire. Il était curieux de voir ça. Il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. Et là, c'était une façon de choisir une ville avec une forte population noire, où il avait le sentiment qu'il serait le plus à l'aise. Et Chicago était particulièrement attrayante parce que justement, Washington venait d'être élu maire. C'était une ville où la ségrégation était très forte. Les gens avaient peur. Que se passerait-il si un Noir devenait maire de Chicago? Jusqu'à l'élection d'Harold Washington, Chicago était dirigé par une classe de puissants hommes blancs. À leur tête, le maire démocrate Richard Daley, surnommé le parrain de Chicago, qui a régné en maître sur la ville pendant 21 ans. Les électeurs d'Harold Washington, sa base, c'étaient ceux des quartiers sud de Chicago, les quartiers noirs. Parmi eux, ces anciens militants qui ont accompagné la victoire d'Harold Washington en 1983. Chicago, c'est un peu le cœur de la nation. Pensez-y. Non, mais vraiment sans rire. Ici même, en plein Middle West, c'est là que bat le cœur de la nation. Parce que personne, même dans ses rêves les plus fous, n'aurait imaginé qu'un jour, Harold Washington deviendrait maire de Chicago. Personne. Parce que Chicago avait la réputation d'être la ville avec la plus forte ségrégation de tous les États-Unis. Et c'est vrai. Harold Washington avait remporté la primaire démocrate. Et Chicago a toujours été une ville démocrate. Mais c'est un appareil démocrate bien particulier. On donnait toujours certaines choses bien précises à la communauté noire. Mais du coup, vous ne pouviez pas protester pour les choses qu'on ne vous donnait pas. Et donc, avec Harold Washington, la communauté noire prenait ses distances avec l'appareil. Mais il faut dire aussi que Barack, comme Harold, est le bénéficiaire d'un mouvement social. Et il est le bénéficiaire d'un très fort mécontentement dans tout le pays. D'une frustration, d'une colère, tout comme Harold était le porte-drapeau d'un mouvement. On a encore pas mal de chemin à faire, mais on ne pourra jamais retomber aussi bas qu'avant. I moved to Illinois over 2 decades ago. I was a young man then, just a year out of college. I knew no one in Chicago when I arrived was without money or family connections. But a group of churches had offered me a job as a community organizer for the grand sum of $13,000 a year. My work took me to some of Chicago's poorest neighborhoods. It was in these neighborhoods that I received the best education that I ever had. Quand il travaillait dans le quartier de South Side dans les années 80, Chicago venait de subir un processus massif de désindustrialisation. Des centaines de milliers d'emplois en usine avaient disparu en l'espace de 15 ans.
Beaucoup de ces emplois étaient justement concentrés dans ces quartiers ou dans les environs. C'est ici, dans les années 80, que Barack Obama travaillait avec les communautés de quartier, en lien étroit avec les églises. Michael Evans, pasteur, a pris sa relève. Quand Barack a commencé à travailler, ce sont ces quartiers qu'il arpentait à pied ou en voiture pour rencontrer les gens. Certains de ses premiers mentors venaient précisément des maisons qu'on voit là. Au départ, il travaillait avec 4 églises, 2 églises catholiques, une méthodiste et une luthérienne. Et l'une de ses tâches consistait justement à trouver encore plus d'églises. Barack Obama contacte en premier le pasteur Alvin Love, un des leaders de la communauté noire des quartiers sud de Chicago. Un matin, il est passé devant mon église. Il a sonné à la porte et il m'a demandé s'il pouvait me parler un moment. Je l'ai fait entrer. Il voulait savoir ce qui, à mon avis, était important dans le quartier et quels changements j'aurais aimé y voir. Il m'a posé des questions sur mes espoirs et mes rêves pour ma communauté. Après m'avoir écouté vider mon sac pendant 1 heure, il m'a proposé de venir à une réunion avec d'autres pasteurs qui avaient le même genre de préoccupations pour voir si on pouvait mettre en commun nos idées et faire quelque chose ensemble. Dans les quartiers noirs, c'est l'Église qui est le centre de la communauté. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Le rôle de l'Église, quelle que soit l'action du gouvernement par ailleurs, c'est de faire du quartier un endroit plus agréable à vivre, où on puisse mieux travailler et pratiquer sa religion. La sécurité est l'un des problèmes récurrents, l'emploi, toutes ces questions-là. Mais ça commence par le fait que les familles viennent à l'Église. Dans son enfance, Barack Obama n'a reçu aucune éducation religieuse. C'est en travaillant dans les quartiers sud de Chicago qu'il comprend le rôle crucial des églises dans la communauté noire américaine. Tous ceux qui vont faire leur rentrée à l'école, approchez. Si possible, si vous êtes assis, venez vous mettre derrière quelqu'un qui est debout. Posez les mains sur lui et nous allons prier ensemble pour tous nos jeunes qui vont rentrer à l'école. Cette année, Seigneur, dans notre ville, trop de jeunes ont été exposés au danger. Trop de jeunes se sont fait tirer dessus et trop de jeunes sont morts. Mais Seigneur, nous savons que tu es là pour protéger les enfants qui sont parmi nous ce matin. Nous te les confions au nom de Jésus. Amen. Travailler à l'église, ça ne veut pas seulement dire faire un prêche le dimanche. On doit s'investir dans l'éducation de la communauté, dans la création d'emplois. Dans l'enceinte de l'église, on propose une garderie et du soutien scolaire, des cours du soir après l'école, ce genre de choses. Donc une grande partie des activités dans la plupart des églises du quartier sont directement issues du temps où Barack Obama travaillait dans la région de Chicago entre 86 et 88-89. Il arpentait le quartier et au milieu des années 80, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui s'aventuraient par ici. Mais ça ne le dérangeait pas. Quand on s'est réunis pour parler de la façon dont on pouvait apporter des changements dans la communauté, comment rassembler les gens autour d'une idée commune, de problèmes communs, et répartir les responsabilités entre eux pour avancer concrètement, je crois que ça l'a profondément marqué. Ça a vraiment changé sa manière d'appréhender les problèmes du monde.
Et bien sûr, il a eu à son tour un véritable effet sur la communauté, parce que ça a poussé un grand nombre d'entre nous à nous emparer de sujets que, pour la plupart, avant l'arrivée de Barack, nous laissions aux mains des politiques. Un leader, voilà la clé. C'est ça la clé. Pour que des gens fatigués de ce qui leur arrivait se demandent « Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» et que lui soit capable de leur répondre « Absolument, voilà ce que vous pouvez faire. » Alors dans certains cas, il avait la solution, ils ont fait des choses et il y a eu des changements. Mais dans d'autres cas, ils ont littéralement perdu. Si vous parlez à d'autres travailleurs sociaux des années 80 qui opéraient dans ce genre de quartier, ils vous diront sans doute qu'ils ont réussi à accomplir des choses positives. Ils ont remporté de petites victoires, ils ont pu fournir quelques signaux d'espoir à ces gens dont la vie économique se retrouvait anéantie, mais à une plus grande échelle, il est très rare qu'un animateur de quartier puisse faire bouger les choses. I was a young organizer then. In fact, there's some folks here who I organized with. A young organizer intent on fighting joblessness and poverty on the South Side. And I still remember one of the very first meetings I put together. We had worked on it for days. We had made phone calls, we had knocked on doors, we had put out flyers. But on that night, nobody showed up. Our volunteers who had worked so hard felt so defeated they wanted to quit. And to be honest, so did I. But at that moment, I happened to look outside, and I saw some young boys tossing stones at a boarded-up apartment building across the street. They were like the boys in so many cities across the country. Little boys, but without prospects, without guidance, without hope for the future. And I turned to the volunteers and I asked them, before you quit, before you give up, I want you to answer one question. What will happen to those boys if we don't stand up for them? Je crois que Barack a compris pendant ces 3 années comme travailleur social qu'il y avait des limites et qu'il pouvait peut-être passer à un autre niveau et du coup aborder ses problèmes autrement, qu'il pourrait en tant qu'avocat jouer un rôle plus efficace dans ce genre de questions. Je ne sais pas si c'était ce qu'il avait en tête à l'époque, de devoir changer sa façon de faire. Je crois simplement qu'il voulait améliorer ses compétences pour être plus efficace dans son action. Il y a beaucoup de gens qui disent que Barack est parti, mais Barack n'est jamais vraiment parti. Il est retourné à l'école. Barack part donc étudier le droit à Harvard. Il y reste 3 ans. Brillant étudiant, il est le premier noir nommé directeur de la prestigieuse revue de droit de l'université. Professeur de droit à l'université de Chicago, Douglas Byrd est celui qui recrutera Barack Obama, fraîchement diplômé. Un collègue très conservateur, Michael McConnell, est venu me voir et m'a dit « J'ai rencontré le brillant rédacteur en chef de la revue de Harvard. Il faut absolument qu'on le recrute parmi nos professeurs. » Je lui ai téléphoné alors qu'il était encore étudiant pour savoir s'il voulait venir à Chicago. En général, les gens disent oui, mais lui, il m'a dit non. Et il m'a expliqué qu'il voulait écrire un livre. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir ici pour écrire son livre en tant que boursier et qu'on lui donnerait un bureau. Au début, il avait l'intention d'écrire quelque chose sur le droit de vote. Mais au bout d'1 mois, il m'a dit « Écoute, j'ai commencé à travailler sur mon livre, mais je crois qu'en fait, ça ne va vraiment pas parler du droit de vote. Ce sera plutôt une autobiographie. » J'ai pensé « Ok, il a 32 ans, mais bon. » Et ça a donné Les rêves de mon père. L'écriture de ce livre marque une étape dans la construction de sa personnalité. Où sont ses racines? Quel rôle doit-il et peut-il jouer dans la société? Je me souviens d'un dîner avec lui où j'essayais de le persuader de devenir professeur attitré de notre faculté. Et il m'a répondu « Douglas, c'est pas mon truc. » Ce qu'il voulait, et il était très clair là-dessus, c'était une opportunité d'enseigner presque à temps complet, mais à condition que tout le monde soit bien conscient qu'il n'allait pas rédiger d'articles ni aller à des séminaires comme le font la plupart des professeurs.
Barack Obama ne sera donc pas seulement professeur de droit. Il veut poursuivre son travail social, entamé quelques années plus tôt dans les quartiers noirs de Chicago. Il sera donc aussi avocat pour défendre encore et toujours les minorités. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est en lisant un article dans un journal de Chicago. Il était étudiant à Harvard, rédacteur en chef de la Harvard Law Review, militant pour les droits civiques. Et il allait revenir à Chicago pour être embauché par ce qu'on appelle un cabinet d'avocats de la haute. Moi, je travaille dans les droits civiques. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je représente des associations à but non lucratif, comme celles pour lesquelles il avait travaillé en tant qu'animateur de quartier. Alors, quand j'ai vu cet article, j'ai décidé de l'appeler. On a fait plusieurs déjeuners ensemble qui finalement n'avaient rien à voir avec le fait de venir travailler dans mon cabinet. C'était plutôt autour de questions qu'il se posait, lui, sur ce qu'il allait faire de sa vie. Il se demandait à quel point je trouvais ça satisfaisant, dans la mesure où on avait compris qu'on partageait la même vision des choses. On a dû déjeuner ensemble au moins 6 ou 7 fois. Et puis un jour, il m'a fait savoir qu'il aimerait rencontrer les autres associés du cabinet parce qu'il envisageait de se joindre à nous. Il a travaillé ici pendant environ 4 ans et demi à temps plein. My experience is rooted in the lives of the men and women on the south side of Chicago who I fought for as an organizer when the local steel plant closed. It's rooted in the lives of the people I stood up for as a civil rights lawyer when they were denied opportunity on the job or justice at the voting booth because of what they looked like or where they came from.